Partir mon petit chronomètre là, pour essayer de faire ça dans les temps. Donc, bonjour, bon matin tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire cette formation-là. Puis vous allez voir, il y a un bout un petit peu plus, carrément théorique, plus ce matin ici. Puis après ça, on s'en va à la table de démonstration pour voir comment ça fonctionne un cours d'eau. Juste rapidement, comme Stéphanie le présentait, ça fait une quinzaine d'années que je travaille essentiellement dans les milieux humides et hydriques. Et j'ai fait un peu de tout. Stabilisation de berges, caractérisation de cours d'eau, inventaire faunique, inventaire floristique dans les cours d'eau, études d'impact sur l'environnement, dragage de sédiments. J'ai donné des formations sur l'aménagement des bandes riveraines, la gestion du bois mort. Et je vous amène justement sur certains éléments en particulier, stabilisation de berges, dragage de bandes de gravier dans les cours d'eau, dans les lacs, l'entretien de cours d'eau, donc quand on ramène le cours d'eau comme il était là, 50 ans, des choses comme ça. Formation pour la gestion du bois mort, je mets l'emphase là-dessus parce qu'en fait, vous allez voir qu'aujourd'hui, je vous dis plus ou moins de faire ces choses-là que j'ai faites par le passé. Et l'idée, pourquoi je présente ça, c'est que parce qu'en tant que nouveau professionnel dans mon domaine, là, pas si longtemps, je faisais des choses, puis une couple d'années plus tard, je fais l'inverse. Okay? Donc, s'il y a des choses qui vous choquent, puis vous dites, ben voyons donc, ça a changé pour tout le monde. Puis c'est un peu ça l'idée derrière la formation aussi, de voir que les choses ont changé, puis qu'on a une relation, on essaie de changer notre relation avec les cours d'eau. En matière d'introduction, vous avez peut-être vu le titre de la formation qui était « Introduction à l'hydrogéomorphologie et à la dynamique fluviale ». Peut-être vous vous demandez, c'est quoi l'hydrogéomorphologie, c'est quoi la dynamique fluviale? On va y revenir, mais pour l'instant, on va se demander un petit peu pourquoi la formation. J'ai commencé à en parler, mais c'est d'une part parce qu'il y a des cours d'eau partout. Okay? Puis pour ceux qui ont vu les cartes un peu changer au fil du temps, on pourrait même dire que des cours d'eau, il y en a de plus en plus, en quelque sorte, okay? Parce qu'on raffine nos outils de cartographie et ce qui était pas connu, dans le fond, les grands cours d'eau, ça fait longtemps qu'on sait sont où, mais les plus petits cours d'eau, on n'avait pas les moyens de les cartographier avant, puis maintenant, on a les moyens de les cartographier, ce qui fait que des cours d'eau, en quelque sorte, il en apparaît. Ils étaient déjà là, mais ils apparaissent sur nos cartes. Donc, il y en a de plus en plus et on est en étroite relation avec les cours d'eau, comme je le disais. Les activités humaines affectent les cours d'eau. Qu'est-ce qu'on fait sur le territoire va avoir des répercussions sur les cours d'eau. Et d'un autre côté, on est nous aussi influencés par les cours d'eau parce qu'ils représentent des fois des contraintes, des fois des sources de danger en quelque sorte ou de problématiques. La gestion des cours d'eau, elle a changé beaucoup au fil du temps aussi. Ici, vous voyez un déplacement de rivière, la rivière Saint-Germain dans le coin de Drummondville. Elle avait le tracé rouge ici, qu'on voit par morceaux, mais une rivière très, très sinueuse. On a décidé de la passer ici. Elle passait d'à peu près 15 km à 3 km. Ça, c'est le cas le plus important que j'ai vu. Donc, on n'a pas seulement redressé, on l'a court-circuité complètement. Ici, on voit des chenaux secondaires qui ont été remblayés. La rivière, elle avait plusieurs bras. Et puis, pour simplifier, dans le fond, on a ramené ça à juste une voie unique. Ici, là, un cas typique de linéarisation où la rivière était sinueuse à l'époque et on l'a redressée. Donc, les choses étaient différentes par le passé. À ce moment-là, notre priorité, c'est de sortir l'eau des terres pour permettre la culture, pour permettre l'établissement, tout ça. Puis là, j'ai vu l'autre fois quelque chose d'intéressant. Ça va vous mettre le ton peut-être un peu de la présentation. Avant, on était dans l'ère du drainage, puis là, on commence à parler de l'ère du freinage, donc de retenir l'eau sur le territoire, parce que des fois, l'été, il en manque, parce que des fois, il y en a trop à cause des inondations. Donc, on change de vision un peu. Autre chose qui a changé au fil du temps, maintenant, c'est rendu compliqué. On ne sait plus si c'est un cours d'eau ou un fossé. Il y en a peut-être qui ont déjà vu une figure comme ça ou qui travaillent à essayer d'identifier est-ce que c'est un cours d'eau, est-ce que ça n'en est pas. Il faut respecter des bandes riveraines, on va parler de ça aujourd'hui. On empêche les animaux d'aller s'abreuver dans les cours d'eau. Des fois, il faut même faire attention aux grenouilles. Là, j'ai entendu des gens parler de rainettes tantôt. Donc, moi, ça me fait plaisir. Ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde, mais bref, ça a changé. Maintenant, pourquoi ça a changé? C'est pas pour rien, c'est parce qu'on reconnaît davantage l'importance des cours d'eau. On reconnaît que c'est des habitats diversifiés, importants, qui abritent une faune puis une flore diversifiées, qui sont adaptés à ces milieux-là, qui ont besoin de ces milieux-là et que ces milieux-là soient en santé. Et on constate aussi que des solutions, dont celle dont je parlais plus tôt, dragage de sédiments, stabilisation de berges, on se rend compte avec le temps que ce n'est pas nécessairement positif à long terme. Donc, ce qu'on faisait pour soigner les cours d'eau, on se rend compte que ça ne les aide pas tant que ça, puis ça nous cause d'autres problèmes. Donc, il faut revoir notre mode de gestion.
Et quatrièmement, ben, on parle de, comme je le disais, des cours d'eau qui habitent une faune et une flore diversifiées. Puis j'aime ça choisir des organismes qui vont venir vous toucher droit au cœur. Ils sont charmants. On a envie de les protéger, ces belles bestioles-là, plus ou moins. Donc, c'est rendu plus compliqué, mais pendant ce temps-là, il y a des terres, il y a des infrastructures qui sont menacées par l'érosion. On voit différents cas ici, un pont, un bâtiment, une terre agricole qui subissent de l'érosion. Il y a des arbres qui tombent dans les cours d'eau. Il y a des sédiments qui s'accumulent à différents endroits dans les rivières. Il y a des terres et des propriétés qui sont inondées aussi. Alors là, devant tout ça, on se demande qu'est-ce qu'on fait? Mais avant de voir qu'est-ce qu'on fait, on va plutôt aller se demander qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça arrive. Donc, c'est là qu'on va parler d'hydrogéomorphologie. On va enfin répondre à votre question, c'est quoi l'hydrogéomorphologie? Bien, hydro, ça fait référence à l'eau. Géo, ça fait référence à la Terre. Et morphologie, ça fait référence aux formes. Donc, l'hydrogéomorphologie, c'est l'étude des formes générées et entretenues par les processus hydriques sur la Terre. Donc, en réalité, c'est l'eau qui génère des formes sur le territoire. Puis, on observe ces formes-là. Un cas typique, on peut parler d'hydrogéomorphologie. Vous avez déjà vu probablement une ravine dans un champ, une ravine dans un chemin de terre. Bien, en réalité, c'est le déplacement de la terre causé par l'eau qui génère une forme. On est dans l'hydrogéomorphologie, sauf qu'ici, ça se passe sur quelques dizaines de mètres en quelques heures peut-être, alors que les cours d'eau, bien, c'est du travail sur plusieurs dizaines, centaines, milliers d'années et c'est sur des plus grandes distances. Peut-être vous avez déjà vu. Il va y avoir plusieurs figures avec des couleurs comme ça. L'important, ce n'est pas les couleurs, c'est d'essayer de percevoir les formes. Okay? Aujourd'hui, on parle de forme. Est-ce que vous voyez une forme un peu ramifiée qui a l'air d'une ravine dans un champ? Vous avez déjà vu ça? Pensez-vous que c'est une ravine dans un champ? Non? En fait, c'est un cours d'eau. Okay? On voit, il part de Saint-Cyril de Wendover, s'en va à Sainte-Brigitte-des-Sceaux et continue. Donc, notre ravine, ce n'est pas une ravine dans un champ, c'est un cours d'eau qu'on voit sur un très grand territoire qui fait plusieurs kilomètres de long. Okay? Donc, les cours d'eau, quand on les regarde avec des images comme ça, qu'on appelle le lidar, bien, on est capable de percevoir la forme très, très bien dans le paysage. Qu'est-ce que ça fait d'autre, l'hydrogéomorphologie? Ça explique des choses sur le territoire. Ici, vous voyez, on n'est pas tellement loin d'ici, en Rigaud, la rivière Raquette. Il y a comme un avancement dans la rivière des Outaouais ici. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle un delta de sédiments. Donc, la rivière, elle a charrié des sédiments au fil du temps, puis elle s'avance progressivement. OK? Donc, ça, c'est le résultat du transport des sédiments sur des milliers d'années qui génère ce type de forme-là. D'autres exemples, ravine en champ, Grand Canyon, vous voyez, j'ai cherché très fort, là, il y a beaucoup de ressemblances. Il y a un petit bras ici, il y a un petit bras là. Donc, on parle de quelques mètres, quelques heures, donc un processus rapide qu'on va remodeler. Grand Canyon, des centaines de kilomètres, des milliers d'années, mais c'est les mêmes processus, transport de l'eau qui génère du transport de sédiments et qui crée des formes. L'autre terme dans le titre, c'était dynamique fluviale. Dynamique, ça fait référence à la notion de force ou de mouvement, et fluvial, ça fait référence à la notion de cours d'eau. Donc, la dynamique fluviale, c'est l'étude de l'évolution géomorphologique des cours d'eau parce que les cours d'eau évoluent dans le temps. Okay? Ici, on voit le même cours d'eau, en vert en 79, en jaune en 2010, en bleu en 2015. On voit que le cours d'eau, sans intervention humaine, se déplace de lui-même par les processus d'érosion, transport de sédiments, dépôt de sédiments et ainsi de suite. Les cours d'eau, donc, un des premiers éléments là, ici à retenir, on dit qu'ils vont entretenir un équilibre dynamique. Dans le fond, le cours d'eau, il n'est jamais tout à fait pareil. Il va changer au fil du temps. Et j'aime ça mettre le funambule parce qu'un funambule qui traverse sur son câble, bien, il n'est pas complètement droit tout le temps. Il va pencher un petit peu à gauche, pencher un petit peu à droite, mais globalement, il reste en équilibre, puis il réussit à traverser de l'autre côté. Le cours d'eau, bien, il va pencher un petit peu à gauche d'une certaine façon, pencher un petit peu à droite, donc il se modifie au fil du temps, mais il garde son équilibre. Tout comme le funambule, la rivière, si on intervient dedans, le funambule, si on le pousse ou si on branle le câble, on va le faire tomber. Bien, la rivière, quand on fait du drainage, quand on va draguer des sédiments, quand on stabilise des berges, des choses comme ça, bien, on modifie son équilibre et on peut s'attendre qu'il y ait une conséquence, qu'il y ait un impact sur le fonctionnement, sur l'équilibre du cours d'eau. Dans la formation, je vais beaucoup revenir sur cette figure-là. On va parler beaucoup de forme et de processus. Puis là, quand vous avez compris, dites-moi-le, j'arrête. OK?
Donc, en réalité, on va dire que les formes influencent les processus. À savoir que si, par exemple, j'ai un banc de sédiments d'un côté qui fait une petite bosse, l'eau va avoir tendance à couler de l'autre côté. Donc, la forme va influencer le processus. Et si le cours d'eau coule un petit peu plus d'un côté, il va peut-être générer de l'érosion de berge. Donc, les processus vont générer une forme différente au niveau de l'érosion de la berge. Une fois que la berge s'est déplacée, ça se peut que la forme, donc le cours d'eau va couler un petit peu plus par là. Puis une fois qu'il coule un petit peu plus par là, ça va continuer de se modifier. Et après ça, bien, la forme va continuer d'influencer le processus. OK? Mais il y a un test tantôt, hein, je vous le dis. Donc, j'y reviens là-dessus. Là, enregistrez-le. Donc, c'est quoi ces fameuses formes-là? C'est quoi ces fameux processus? On va y revenir. D'abord, ici, en parlant de forme, il faut retenir que les formes représentent des habitats dans les cours d'eau. Et on va dire que la diversité géomorphologique, donc la diversité des formes, est associée à la diversité biologique. Quand on a un cours d'eau qui a été redressé, qui est tout pareil, qui a la même pente, qui a les mêmes sédiments, bien, c'est très peu diversifié et il y a très peu de diversité biologique. Quand on a un cours d'eau qui a plein de formes différentes, des vitesses de courant, des tailles de particules, de l'ombrage ou pas d'ombrage, des obstacles, pas d'obstacles, bien, ça crée des habitats diversifiés. Finalement, pour conclure l'introduction, il va être question de changement dans la formation, changement naturel, changement causé par l'homme, changement dans le temps, changement dans l'espace, on voit les cours d'eau qui évoluent, changement de perception peut-être par rapport à ce que c'est un cours d'eau, changement de mode de gestion parce qu'on est là-dedans depuis quelques années. Les notions d'hydrogéomorphologie font leur chemin dans les réglementations, dans plein d'éléments et ça va aider à mieux comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui parce que c'est ces connaissances-là qui sont entrées dans notre gestion et qui ont eu des impacts. Ça va jusque-là? OK. Nature et comportement d'un cours d'eau. On va se demander ce matin, c'est quoi un cours d'eau? Mais je vous rassure, c'est pas c'est quoi un cours d'eau au niveau légal. Moi, je parle juste fondamentalement. Qu'est-ce que c'est un cours d'eau? Puis, facilement, on pourrait s'entendre sur une dépression longitudinale dans laquelle il y a de l'eau. Donc, un trou en long avec de l'eau qui coule dedans. Ça pourrait être une définition. C'est un peu simple, mais ça pourrait être ça. Une autre définition, on pourrait dire une ligne bleue sur une carte. OK? Mais on va voir que dans les deux cas, c'est un petit peu limitant. Si, par exemple, ici, j'ai une petite analogie. Si on dit, si moi je parle de la ferme, puis je pointe un bâtiment, puis je dis ça, c'est la ferme, bien, c'est un peu réducteur. Donc, j'ai peut-être en partie raison, mais ce n'est pas complètement ça, parce que si on regarde en réalité, on va se rendre compte que sur la ferme, bien, il va y avoir des différentes zones, différentes composantes qui vont avoir des fonctions différentes. Par exemple, bien, il va y avoir des champs qui vont produire de la nourriture. On va peut-être avoir des silos, donc une structure d'entreposage. On va avoir des structures de protection, peut-être des haies brise-vent. On va avoir des structures de transport, on va avoir des chemins, on va avoir des fossés qui vont transporter de l'eau aussi. On va avoir... bref, vous voyez, plusieurs composantes et si on enlève les champs ou si on enlève les bâtiments ou si on enlève les chemins, bien, on perd des fonctions puis d'habitude, il faut réagir puis réparer puis faire des choses comme ça. Donc, on a besoin de toutes les composantes pour que ça aille bien. La rivière, on pourrait pointer ici puis dire ça, c'est ma rivière. Mais encore une fois, on a en partie raison, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on regarde, encore une fois, un petit peu plus large, on va se rendre compte que la rivière aussi, elle a plusieurs composantes et que ces composantes-là sont associées à des fonctions. Et que si on enlève des composantes, bien, on enlève des fonctions, puis on brise le bon fonctionnement du cours d'eau. En blanc, premièrement, on a ce qu'on appelle la zone inondable, où on va parler tantôt de lit majeur ou de plaine alluviale. C'est un espace de stockage, comme tantôt je parlais des silos, c'est un espace d'entreposage de l'eau pendant les périodes de crue. Donc, c'est temporaire. Cette zone-là, elle accueille de l'eau. C'est une fonction qu'elle a d'accueillir de l'eau en période de crue. Les bancs de gravier, en beige, en gris, c'est de l'accumulation de sédiments, mais c'est des structures d'entreposage temporaire de sédiments. Les sédiments se déposent là, puis ils vont continuer leur chemin plus tard. Ensuite, ici, on a un méandre abandonné. La rivière, elle coulait ici, maintenant, elle ne coule plus là, mais la forme est encore là, le trou est encore là. Et ça, bien, ça va se remplir d'eau quand il y a beaucoup d'eau. Puis après ça, bien, ça va libérer son eau tranquillement. Mais c'est des super habitats pour la faune et la flore. Donc, souvent, par le passé, on a remblayé ça pour aller cultiver, pour aller se construire, peu importe. Et on a perdu, quand je vous parlais de diversité de formes, bien, si on perd cette forme-là, on perd une structure de stockage, on perd un habitat associé à la rivière. D'autant plus que si la rivière a déjà coulé là, ça se peut qu'elle y retourne par le
dans le futur. Donc, si on vient faire des usages ici, on s'expose à des problématiques. OK. Donc, ici, je reviens avec mon fameux cours d'eau bleu sur la carte. Si on le regarde avec les données LIDAR, est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose? Est-ce que vous avez l'impression que la figure en bas, elle nous donne quelque chose de plus par rapport à notre compréhension du cours d'eau? Je vois des oui. Qu'est-ce que vous percevez de plus? Il y a des ramifications. Donc, premièrement, il y a des cours d'eau peut-être qui ne sont pas cartographiés, qui se jettent ici à différents endroits. Puis, en matière de largeur, si je vous dis, là, en regardant ça, je vous dis, tiens, je vais venir me construire une maison ici. Puis là, on regarde, c'est ici. On dirait que ça se trouve dans une baisseur proche de l'eau. Une baisseur proche de l'eau, encavée comme ça dans le territoire, bien, ça veut dire que dès que mon cours d'eau déborde, il va déborder ici. Je ne suis pas au bon endroit. Si je me recule là, je suis en dehors de ce qu'on appelle le système fluvial, la plaine alluviale ou la zone de risque, disons. Mais cette forme-là, c'est le cours d'eau qui l'a créé au fil du temps. Donc, ça quelque part, le cours d'eau, on pourrait l'étendre jusque-là facilement, dire ça, c'est le cours d'eau. Même chose ici. Ici, on ne regarde pas des formes, on va regarder la végétation. Vous voyez que la ligne blanche que j'ai délimitée, il y a un changement au niveau de la couleur sur l'image. Est-ce que vous voyez ça? S'il y a un changement au niveau de la couleur, c'est parce que ce n'est pas la même végétation qui pousse dans ce cas-ci aux abords de la rivière et en dehors de l'espace que j'ai délimité. Ici, là, c'est que la rivière, elle inonde tellement souvent qu'elle exerce une influence sur qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui ne pousse pas dans cette zone-là, parce qu'il y a des plantes qui ne tolèrent pas d'être inondées aussi fréquemment. Donc ici, il y en a, là, ils envoient leurs graines là sans arrêt, mais ça ne marche pas parce que le régime d'inondation est trop important. Et donc la rivière, elle exerce un contrôle sur la végétation. Ça en fait encore une fois pas une bonne zone où aller parce que dans le fond, si la rivière influence ce qui pousse, elle va influencer nos maisons, nos routes puis nos champs aussi dans cette zone-là. OK. Tantôt, il était question de forme et de processus. On va aller voir c'est quoi les processus. Un premier processus ici. Qu'est-ce que serait ce processus-là selon vous? Transport de l'eau. OK, donc, transport de l'eau. Deuxième processus. Transport des sédiments. Lui, on le voit moins. Hein? Ça, là, ça se passe en continu dans un cours d'eau. Et en réalité, on l'oublie, mais des fois, on voit les résultats. Hein? Après une bonne pluie, on va faire « Hey, il y a un banc de gravier là, il n'était pas là avant. » Ben oui, il est apparu, on ne l'a pas senti, on ne l'a pas vu pendant que ça se faisait, mais une fois que l'eau se retire, on se rend compte que oui, le fond du cours d'eau change au fil du temps. Donc, deux processus, transport de l'eau, transport des sédiments. Les deux processus sont on les met en relation sur une balance qu'on appelle la balance de Lane en hydrogéomorphologie, qui met d'un côté en relation la quantité de sédiments et la taille des sédiments en équilibre avec la quantité d'eau et la pente du cours d'eau. Dans le fond, à gauche, ici, ça représente l'énergie du cours d'eau. Plus mon cours d'eau a de pente et plus il y a d'eau dedans, plus il est fort. Plus il y a la capacité de transporter beaucoup de sédiments et des gros sédiments. Les petits cours d'eau, ils ne transportent pas des grosses roches, mais les cours d'eau qui sont en bonne pente sont capables de transporter des roches. Une bonne façon de savoir qu'est-ce que le cours d'eau transporte, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Une rivière qui est juste pleine de limon, bien, il n'y a pas des grosses roches qui roulent dedans. Puis une rivière qui a juste des grosses roches, c'est parce que le limon, le sable, il passe tout droit, puis ce qui reste, c'est les gros morceaux qui prennent plus de temps à se déplacer. Donc, il y a un équilibre ici. Si on penche à gauche, on va creuser le lit du cours d'eau. Donc, on transporte plus de sédiments qui en arrivent. Puis de l'autre côté, s'il y a plus de sédiments ou si les sédiments sont plus gros que ce que la rivière est capable de transporter, bien, ça va s'accumuler dans la rivière. Pour notre processus eau, c'est facile, hein, le cycle de l'eau, nuages, pluie, ça finit par se rendre au cours d'eau. Ça, je ne vous explique pas ça. Pour les sédiments, c'est un petit peu différent. Hein. Les sédiments, ils vont juste descendre, eux autres, par rapport à l'eau là, qui revient ultimement. Les sédiments, on va souvent parler des rivières comme des convoyeurs. On va dire que c'est un convoyeur détraqué parce que la rivière, elle marche pas. Elle marche pas au fil des pluies. Quand il y a beaucoup d'eau, la rivière est capable de transporter beaucoup de sédiments, puis quand il y a très peu d'eau l'été, quand il y a très peu d'eau l'hiver, bien, il ne se passe pas grand-chose. Okay? Donc, les sédiments sont transportés, arrêtés, transportés, arrêtés, transportés, arrêtés, mais ça va toujours par en bas. Ça va, comme je disais, marcher au gré des crues. Ici, vous avez le débit, donc la quantité d'eau qu'il y a dans le cours d'eau au fil d'une année, par exemple. Puis il va y avoir des moments ici, on peut penser que le cours d'eau a une grande capacité de transport à ce moment-là, mais à d'autres moments, comme ici, bien là, c'est juste,
les petites particules qui continuent de se déplacer, mais les grosses roches sont plus dures à déplacer, puis ça va prendre des plus gros événements où les grandes quantités de sédiments vont plus se déplacer quand il y a beaucoup d'eau. Donc, les sédiments, ils ne viennent pas du ciel, hein, comme l'eau, comme je disais, mais la rivière va s'alimenter à différents endroits en sédiments. Le ruissellement, qui vient des champs, qui vient des forêts, qui vient d'un peu partout, va alimenter en sédiments. Le cours d'eau va prélever des sédiments aussi sur les berges, puis il va en prélever sur son lit. Il va creuser son lit un petit peu aussi, et il va être alimenté en sédiments par les cours d'eau. Et quand un cours d'eau se jette dans un autre cours d'eau, il jette son eau, mais il jette aussi ses sédiments, en quelque sorte. OK? Donc, il y a des sédiments qui arrivent de toutes ces sources-là. Donc, ça, c'était pour les processus, transport de l'eau, transport de sédiments. On va aller faire un petit tour au niveau des formes. Première forme ici, vous diriez que c'est quoi ça, cette forme-là, que vous voyez? Banc de gravier. Ce n'est pas toujours du gravier, fait qu'on parle souvent de banc d'accumulation, parce que des fois, c'est du limon, des fois, c'est ce qu'on appelle des galets, donc des roches un peu. Des fois, c'est du gravier, puis des fois, c'est des gros morceaux. OK? Donc, ça dépend, encore une fois, du cours d'eau, de son énergie, tout ça, mais c'est un banc d'accumulation de sédiments, effectivement. Donc, ça, c'est une forme normale. Et en réalité, plus vous voyez qu'il y a des gros bancs de sédiments, et plus ils sont nombreux, plus ça veut dire que la rivière est dynamique et qu'elle transporte beaucoup de sédiments. S'il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire que c'est un cours d'eau qui est un peu plus tranquille à ce niveau-là. Deuxième forme dont on va parler, delta de sédiments. Tantôt, je vous ai parlé de ça quand je donnais l'exemple ici à Rigaud. Mais vous voyez, un cours d'eau qui arrive ici, on ne le voit pas beaucoup, mais le cours d'eau, il arrive ici et il dépose des sédiments dans un autre cours d'eau. Pourquoi il y a accumulation? Bien, c'est soit parce que le petit cours d'eau transporte plus de sédiments que la grosse rivière est capable d'en transporter, ou ce qui arrive des fois, c'est que le petit cours d'eau qui arrive peut-être des montagnes transporte des roches que la rivière, elle n'a pas l'énergie de transporter, donc les roches vont s'accumuler ici. Ça, c'est delta de sédiments. On voit ça dans les rivières, on voit ça dans les lacs beaucoup. Cônes alluviaux. Ça, les cônes alluviaux, c'est la même chose. C'est la petite forme d'éventail ici. Vous voyez, il y a un cours d'eau qui arrive ici, puis il y a un éventail. C'est qu'en réalité, ça se forme dans le même genre de situation où un cours d'eau avec de l'énergie transporte des sédiments et arrive dans un endroit où il n'y a plus d'énergie. Donc ici, ce qu'on voit, c'est des pentes très, très fortes. Et le cours d'eau arrive dans une vallée d'une grande rivière qui est plate. Donc, le cours d'eau dépose ces sédiments qui restent là. Les accumule à gauche, puis quand à gauche c'est plein, ça en va à droite, puis quand à droite c'est plein, il revient à gauche, quand à gauche c'est plein, il retourne à droite, ce qui fait qu'au fil du temps, ça crée cette forme-là ici. Ça ici, les cônes alluviaux, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe, mais on avait de la misère à les localiser avant d'avoir ce qu'on appelle les données LIDAR. Vous voyez que si on regarde juste la photographie aérienne, les cônes alluviaux sont quand même difficile à voir, alors qu'ici, ils sont très, très évidents. Maintenant, est-ce que vous en avez dans le coin des cônes alluviaux, vous pensez? Il y en a un là. Encore une fois, si on n'a pas les données LIDAR, on ne le voit pas. Puis là, maintenant, est-ce qu'il y en a qui le voient? Est-ce qu'il y en a qui voient un cône? Je vois un oui. Au centre, ici. OK. La petite forme d'entonnoir, dans le fond, quand on cherche des cônes alluviaux, on cherche un cours d'eau avec une forte pente qui arrive dans un endroit où il n'y a plus de pente. Puis là, on le voit très bien ici. Forme d'éventail. Les cônes alluviaux, pourquoi on en parle? C'est qu'à Quaticook, en 2013, il y a des cônes alluviaux comme ça qui ont fait des dommages importants. Parce qu'en réalité, si le cours d'eau a déjà coulé là, présentement, il coule ici, mais si on se construit là, ça se peut qu'à un moment donné, ils repartent par là. Ça ne prend pas grand-chose parce que la montagne de sédiments, c'est une montagne que c'est lui qui a apportée. Ça veut dire qu'il y a la capacité de les transporter, de les remanier. Donc, ça en fait des zones qui peuvent être problématique. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme ça partout, mais on met maintenant un petit drapeau pour dire « Attention, il y a ça ici ». Delta de sédiments ici. Vous voyez, on est dans mon coin, au lac Trois-Lacs. Il y a un avancement dans le lac. Les riverains disent « Ah, là, ça serait le fun. On peut-tu enlever ça? On perd de la profondeur. Il y a des plantes, tout ça. » Et quand on regarde avec notre œil LIDAR, notre œil hydrogéomorphologique, on se rend compte que le delta de sédiments, ce n'est pas ça ici, c'est tout ça ici, donc toute la zone, ici, c'est du matériel qui a été transporté au fil du temps. Est-ce qu'on veut vraiment intervenir? Ici, c'est d'autres dans un bassin versant, somme toute, assez forestier aussi, assez naturel. Donc, c'est un processus qui s'est fait au fil du temps et on peut décider de lutter, mais ça se peut que la lutte elle soit sur des milliers d'années encore, on peut se questionner. OK.
Maintenant, pour les formes, on va aller voir une autre forme. Est-ce que vous avez déjà vu ça comme des titres comme ça? La rivière Port-Neuf sort de son lit, la Chaudière sort de son lit, la Mascouche sort de son lit, la Batiscan sort de son lit. Puis de quel lit on parle? Vous êtes-vous déjà posé la question? Le lit de la rivière. Mais dans le fond, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a la rivière a un dysfonctionnement, elle fonctionne mal, elle est problématique. Moi, c'est comme ça que je le perçois un peu quand on dit ça. Mais dans le fond, en hydrogéomorphologie, pourquoi c'est... En fait, je trouve que ces titres-là, ils nous amènent à une version encore simplifiée de ce que c'est une rivière. Puis, on va essayer de regarder la problématique d'un autre œil parce qu'en réalité, en hydrogéomorphologie, la rivière, elle a deux lits. C'est facile, il y en a un qui est le lit normal, qu'on appelle le lit mineur. L'eau coule là, la majorité de l'année. Mais si on regarde, le deuxième lit est ici. Lors d'épisodes de crue, le cours d'eau peut aller au-delà du lit mineur et occuper son lit majeur. Donc, il y a deux lits, il y a un lit mineur, mais quand il y a des inondations, c'est que la rivière occupe le plus grand espace, qui est le lit majeur, qui se trouve à être ici, sur l'image. Okay? On a le lit mineur, qui est le petit cours d'eau, puis on a tout ça, qui est le lit majeur. Donc, la question, c'est est-ce que la rivière sort de son lit? Est-ce que c'est ça le problème? Ou le problème, c'est qu'on n'a pas vu que c'était son lit, puis on est allé se construire dans le lit, puis là, bien, finalement, on est surpris de ça, puis on n'est pas content. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas regrettable. Ça, c'est regrettable. Et là, on essaie d'ailleurs de mieux gérer ça, puis de cartographier nos zones inondables comme il faut pour éviter qu'on ait des situations problématiques comme ça. Donc, deux lits, il y en a un qui est occupé en période de crue, puis l'autre est occupé le reste de l'année. Excuse-moi. Oui. Est-ce que le lit majeur, considère que c'est comme la zone 0-2 ans? Est-ce que tu peux le mettre en termes de... Non, ça serait plus grand que ça. Puis là, on ne parle plus en 0,2 ans non plus. On parle plus en pourcentage de probabilité, tout ça. Là. Fait que je n'entrerai pas dans ça. Mais puis, en fait, en hydrogéomorphologie, des fois, c'est plus dur de l'associer directement à des âges comme ça. Là. Parce que, en fait, ce que je me demande, les âges, s'ils se basent sur ces études, sur cette limitation. Bien, pas tout à fait, mais ça correspond un peu parce qu'ici, on identifie des formes, puis les autres méthodes vont calculer la quantité d'eau, puis faire un volume, l'appliquer sur le territoire, puis finalement, ça revient à remplir la forme. Puis ici, moi, j'identifie la forme. Donc, c'est deux approches similaires, là, disons, mais qui ne donnent pas le même résultat. Donc, le lit majeur, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler aussi la plaine inondable ou la plaine alluviale. Vous voyez le chenal actuel, la plaine alluviale, et en période de crue, bien, ça se remplit. Pour continuer avec les formes, ici, je vous amène tout proche encore, on était Rigaud. Vous voyez, j'ai pas le nom du cours d'eau, par exemple, au coin René Gauthier et 281. C'est Raquette déjà? OK. Donc, vous voyez ici, si on fait une coupe transversale, on a ici, on est en dehors de ce qu'on pourrait appeler le système fluvial. On descend, on est dans la plaine alluviale, il y a le chenal. Ici, il y a une petite zone probablement inondable. Et là, on en ressort. Et la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle, parce qu'en fait, vous voyez, il y a une construction ici, puis elle se trouve à être là. Okay? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si elle avait été ici, ça ne serait pas la même situation. OK, ça va bien. Maintenant, des rivières et des hommes, on va aller voir qu'est-ce qui se passe quand on embarque dans l'histoire puis qu'on apporte des modifications. C'est là le test. OK? Tantôt, on voyait forme, processus, forme, processus. Si l'humain vient modifier les formes, qu'est-ce qui se passe? Modifier le processus. Bon, bien, vous aviez vraiment compris. C'est super. Donc ici, on va voir un remodelage de la plaine. Donc la rivière, on l'a vu, elle crée des formes. Mais si on vient modifier ces formes-là, évidemment, ça peut modifier les processus. Ici, ce que vous voyez, c'est un exercice de cartographie sur la rivière des Rosiers au centre du Québec. Bon, la rivière, elle a été redressée, mais ce n'est pas ça le sujet ici. Le sujet, c'est la forme. Vous voyez ce que j'ai tracé en noir? Ça se trouve à être la plaine alluviale. Et à un moment donné, j'ai arrêté de la tracer. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il n'y en a plus, parce que clairement, le cours d'eau continue dans les mêmes caractéristiques. Mais ici, c'est comme si on avait effacé la plaine. En réalité, dans ce coin-là, c'est les pratiques agricoles. On est venu niveler et on a perdu la forme d'origine. Sur le terrain, ça donne ça. Vous voyez ici, il y avait une espèce de petite marche qui nous disait, là, on est sorti de la plaine alluviale. Puis ici, bien, c'est rendu continu. Donc, ce que ça fait, en fait, ça va avoir un effet dans ce coin-là sur l'étendue des inondations. C'est pas est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est rendu où, mais on était capable de le prévoir un petit peu ici, alors qu'ici, bien, on a perdu la forme.
Ici, j'ai un petit cas à Sainte-Marthe. Vous voyez le cours d'eau, ici, c'est le même cours d'eau. Ici, on voit la forme. On a la petite baisseur assez carrée. Puis, tout d'un coup, ici, là, ça devient très, très régulier, très plat. OK? Donc, encore une fois, on est venu modifier pour venir cultiver. Puis, des fois, là, on fait la même chose. Là, je ne veux pas pointer le monde agricole. Là, on fait ça en milieu urbain. On fait ça dans toutes les, à plein d'endroits. Donc, remodelage de la plaine qui vient modifier les limites, qui vient modifier les processus. Oui. Oui. Année après année, le débit de l'eau reforme la forme du cours d'eau. Ça, c'est vrai. Dans les ravins, dans les grands ravins, là, il n'y a pas d'hommes, les hommes ne vont pas travailler là-dedans, puis on voit que l'eau corrige les cours. Alors, vous savez, parce que c'est de la glace à ce moment-là, ça se lessive, et vous allez voir que la forme se refait différemment. Naturellement, là, donc... Année après année. Oui, définitivement. 20 ans, 30 ans. Oui, définitivement. C'est ça, c'est un processus continu de modification, là. Ici, une autre modification de la plaine, j'en avais parlé, remblai de Bromard. Vous voyez ici, la rivière coulait là auparavant, puis là, maintenant, elle coule ici. Puis au fil du temps, on a remblayé. Donc, on a perdu, comme je le disais, l'espace de stockage, l'habitat en période d'inondation. Ici, c'est les chenaux que j'ai présentés précédemment. Donc, la rivière avait plusieurs bras qui coulaient plus vite, moins vite à différents moments de l'année. Puis là, on a fait que c'est un chenal unique. Puis ça, on perd de la diversité géomorphologique, donc on a moins d'habitat à offrir à nos habitants des cours d'eau. Les digues, c'est une autre modification dans la plaine. Là, ici, j'ai pas remarqué, je ne sais pas si vous aviez des digues là, dans ces situations-là. Je les ai pointées ici, là, mais dans les exemples, ici, c'était pour protéger des terres agricoles. On a fait un petit bourrelet de terre aux abords de la rivière pour éviter que la rivière inonde les terres. Ce qui se passe dans ce moment-là, donc on se rappelle, on est en train de modifier la forme, ça change le processus. Bien, la digue, quand elle fait son travail, elle empêche la rivière d'atteindre une certaine zone pour inonder. Puis, quand je vous parlais de la plaine inondable comme un espace de stockage, bien, si on coupe notre entrepôt de stockage, ça veut dire qu'il faut stocker ailleurs. Donc, on va stocker chez un voisin, par exemple, parce qu'on a empêché la rivière. Ça ne fait pas que la rivière a moins d'eau, ça fait que ça va être stocké à un autre endroit. Une autre modification qui peut arriver, c'est les remblais routiers, remblais ferroviaires. Ici, vous voyez encore des exemples locaux, puis ça, il y en a partout, là, mais on a la plaine alluviale du cours d'eau qui est assez large. Puis là, à un moment donné, pour traverser, on fait un remblai pour monter, dans le fond, par-dessus la rivière. Et ça fait un effet un peu de ponceau, dans le sens que la rivière, en période de crue, bien, elle va être concentrée à passer sous les... où il n'y a pas de remblai, en fait, là. Donc, c'est des exemples de modification de la plaine de forme qui vont influencer le processus. Changement de choses qu'on fait au cours d'eau. Ça, est-ce que vous êtes d'accord que ça ressemble à des cours d'eau? On pourrait dire ça. Pourtant, c'était des routes. OK? J'ai triché un petit peu là, en les mettant en bleu. Alors, pourquoi tout d'un coup, dans la formation, je change de cours d'eau à route? Pourquoi on a fait des routes sinueuses comme ça? C'était-tu un party d'ingénieurs qui ont dit « Hey, on fait quelque chose de spécial, c'est fini les routes droites. Coûtait moins cher. Ben, en fait, ici, dans quelle situation on voit ça d'habitude, des routes autant sinueuses? Quand c'est des pentes à pic. Pourquoi on fait ça? Bien, pour être capable de monter ou pour être capable de descendre avec les freins, tout ça. Donc, en réalité, si on avait fait une route droite, bien, la pente, elle serait vraiment forte, alors que là, la route sinueuse, la pente est douce. Puis là, vous vous demandez encore, mais pourquoi? Pourquoi parle-t-on de ça? Bien, c'est qu'en réalité, les cours d'eau, on a fait l'inverse. OK? Vous voyez ici quelques exemples. Celui-là est particulièrement bon. Ça, c'est la rivière avant. Ça, c'est la rivière après. Donc, en réalité, pour nos cours d'eau, quand on les a redressés, c'est qu'on a pris la route sinueuse puis on l'a mis en ligne droite. Donc, ce qui se passe dans ce temps-là, ici, la rivière Saint-Zéphirin, au centre du Québec, elle faisait 8 km, puis maintenant, elle fait 5,8. Mais elle part de la même hauteur, puis elle se rend à l'autre hauteur. Donc, elle passe de 54 mètres d'altitude à 37, mais sur 5,8 km au lieu de 8. Donc, sa pente a été accentuée. Puis là, quand on augmente la pente, ça augmente notre capacité de transport, ça augmente l'incision du chenal,
puis une fois que le chenal se descend dans le cours d'eau, ben les berges deviennent plus abruptes et plus sujettes à l'érosion. Donc, une cascade d'événements. Ça fait combien d'années de ça? Puis, il y a des études quand ça prend autour d'une année, 2 ans, avant que ça se réalise. Des fois 10 ans. Puis là, ça cause un problème. Quand ça revient? Pour des sédiments. Mais non, mais en le faisant plus rapide, là, tu apportes des sédiments dans ton Ah, ben oui, on va le voir tantôt. Là, je pourrais dire, il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Ah, ben oui. Puis, tu sais, à l'origine, dans le fond, c'était le ministère l'ancien ministère de l'Agriculture, disons, qui finançait ces travaux-là. C'était pour sortir l'eau. On voulait sortir l'eau des terres. Puis on avait moins, mettons, les priorités, c'était moins sur la qualité du cours d'eau, le bon fonctionnement, puis on n'avait même pas probablement toutes les connaissances à ce moment-là là-dessus. Donc, c'était des pratiques différentes dans une autre époque. Puis oui, aujourd'hui, on essaie de faire le contraire. Okay? C'est malheureux, mais on essaie de ramener ça dans ces situations-là, parce que ça, ce n'est pas des cours d'eau qui sont en santé généralement. Et par eux-mêmes, il y en a qui vont revenir à leur forme naturellement, mais ça prend 50, 60, des fois plus, puis il y en a qui arriveront peut-être jamais si on ne leur donne pas un petit coup de pouce. OK. Est-ce que vous en avez des cours d'eau comme ça dans le bassin versant de la rivière Raquette? Ici, j'ai 2 exemples. Un en milieu, pour l'instant, plus forestier, a peut-être été différent, ou je pense qu'on m'avait déjà dit que c'était peut-être la drave. Y avait-tu de la drave dans... Souvent, quand les cours d'eau ont été redressés puis que c'est de la forêt aujourd'hui, c'est parce qu'on faisait passer du bois là-dedans. Mais vous voyez que le cours d'eau est très droit, alors qu'on voit encore là, dans le lidar ces anciens tracés. Okay? Il n'y a pas de doute, la rivière n'était pas droite naturellement avant. Ici, à Sainte-Marthe aussi, c'est un petit peu moins évident, mais on voit que les formes quand même, on voit que autour de la rivière, c'est sinueux, puis finalement, la rivière est assez droite dedans. Donc, on devine des formes passées, encore une fois. OK. Donc, tantôt, vous avez été bon. Quand on modifie les formes, ça affecte les processus. Maintenant, si on modifie les processus, ça va se répercuter sur les formes. OK, ça va bien. Donc, une des choses qu'on fait pour changer les processus, c'est drainage forestier, drainage agricole et urbanisation. Je les mets toutes ensemble parce que, dans le fond, ils ont des effets, disons, communs. Dans un cas, on évacue plus rapidement l'eau qui rentre dans le sol, puis dans l'autre cas, on empêche l'eau de rentrer dans le sol. Quand on fait des maisons, quand on fait de l'asphalte, du béton, l'eau, elle ne rentre pas dans le sol, elle est dirigée plus rapidement vers le cours d'eau. Donc, les deux combinés, en fait, ça va faire que les crues vont être plus importantes. Okay? On le voit, il y a les changements climatiques présentement qui font en sorte qu'on a des crues plus importantes, mais il y a ce qu'on a fait partout sur le territoire, donc l'imperméabilisation, le drainage, qui vont faire en sorte que la crue, elle arrive plus vite. Si avant, ça prenait 10 heures après la pluie pour atteindre le sommet là, de crue, peut-être qu'aujourd'hui, c'est 6 ou 7 heures. Donc, elle arrive plus vite, elle repart plus vite, puis elle est plus forte aussi. Puis, dans des étés comme l'été qu'on vient d'avoir, le débit estival, avant, on ne s'en préoccupait pas beaucoup des sécheresses. On n'avait pas trop de problèmes avec ça, mais là, ça revient. Il y a eu quelques étés dernièrement, puis là, l'été dernier, sécheresse importante, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si vous n'êtes jamais peut-être demandé, mais quand il arrête de pleuvoir, là, la plupart du temps, l'eau continue de couler dans les cours d'eau. Puis ça ne vient donc pas de l'eau de pluie directement, c'est que c'est les sols qui alimentent les cours d'eau dans cette période-là. Sauf que si on a empêché l'eau de rentrer dans le sol, puis si l'eau qui est rentrée, on l'a évacuée, ça veut dire que quand il arrête de pleuvoir, il n'y a plus rien pour alimenter le cours d'eau. Quand je parlais d'entrée de jeu tantôt de passer du drainage au freinage, c'est qu'on a ça en tête maintenant de dire, là, les débits en été, on a besoin d'en avoir, donc il faut peut-être faire des réserves dans le sol pour que quand il ne pleut plus, on continue d'avoir de l'eau. Autre effet sur les processus ici, des barrages. Qu'est-ce que ça fait un barrage? Ça retient l'eau. Qu'est-ce que ça retient d'autre? Ça fait de l'électricité, mais ça retient de l'eau. Ça retient les sédiments aussi, parce qu'en amont des barrages, on fait un réservoir d'eau qui n'a plus beaucoup d'énergie. Vous êtes d'accord avec ça? Et tantôt, qu'est-ce que je disais qui arrivait? Notre équilibre, là, si on réduit l'énergie, nécessairement, les sédiments vont sédimenter. Donc, en amont des barrages, ici, on en voit un sur la rivière Niger. Il y a un barrage ici, un réservoir. Le réservoir, il y a des îlots qui se forment dedans parce que les sédiments, ils arrêtent là. Et ici, à Martinville, le réservoir est en train d'être un grand pourcentage de ce réservoir-là est rempli. Donc, sa fonction d'accumulation d'eau, finalement, c'est rendu un accumulateur de sédiments. On a perdu un peu la fonction.
Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que si on accumule des sédiments en amont du barrage, ça veut dire qu'il y a un petit manque en quelque part en aval. Naturellement, le cours d'eau va s'alimenter principalement en sédiments de son bassin versant, mais si on coupe la part du bassin versant avec un barrage, bien, il va y avoir plus de prélèvements sur les berges, plus de prélèvements au niveau du lit aussi. Donc, on vient modifier les processus on vient modifier les formes, éventuellement en modifiant les processus. Une autre façon qu'on a de modifier les processus, c'est les ponceaux. Ici, j'appelle ça l'effet ponceau. Là, vous voyez, le cours d'eau coule par ici. Et c'est la même place à différents... Ben, ici, c'est le leader, puis ça, c'est 2 années différentes. Vous voyez que ici, là, on visualise un ponceau trop petit en réalité qui va faire en sorte que l'eau va traverser avec une grande vitesse, puis ici, il va se faire un tourbillon. Le tourbillon érode les berges et, ultimement, on a même de la stabilisation de berge qui a été faite ici parce que le ponceau était sous-dimensionné et a généré un tourbillon. On va le voir très bien, ça, avec la table dans quelques instants. OK, ça va bien, il reste 4-5 minutes, on est dans les temps. Maintenant, d'entrée de jeu, je vous disais, les berges s'érodent, il y a des inondations, des arbres qui tombent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là qu'on va le voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on a des problèmes d'érosion de berge? Ça a été quoi notre réflexe là, dans les dernières décennies? Enrocher. OK? Donc, quand on met de la roche, en réalité, ce qui se passe, c'est que normalement, la rivière, quand elle érode, elle dissipe de l'énergie à éroder, à transporter ces sédiments-là. Et si on l'empêche de faire ça, bien, elle va arriver avec plus d'énergie sur la berge suivante, ce qui fait que ça va provoquer plus d'érosion sur la berge suivante. Donc, une fois qu'on a protégé ici, bien, on va peut-être devoir protéger là, puis ultimement ici, et ainsi de suite. Quand je vous disais donc d'entrée de jeu que ça ne veut pas dire que c'était une bonne solution, c'est que quand on a le choix, ça se peut que ça ne soit pas la bonne solution. Il y a même des endroits, vous avez peut-être déjà entendu parler d'espaces de liberté, de corridors de mobilité, où la rivière bouge tellement naturellement qu'on n'arriverait même pas à suivre le rythme de stabilisation nécessaire, là, quasiment, parce que la rivière, elle bouge beaucoup. Maintenant, le bois mort. Le bois mort, dans le fond, plus en plus, bien, on reconnaît ça comme quelque chose de positif dans le cours d'eau, hein, parce que ça crée des abris pour la faune, la flore. Les arbres, des fois, on va dire, ben là, quand ils tombent, ils font vraiment beaucoup d'érosion. Puis, oui, c'est vrai, des fois, un arbre qui tombe en berge va créer de l'érosion. Des fois, il va même rediriger l'eau vers l'autre berge puis créer plus d'érosion. Mais des fois, les troncs vont s'accumuler à une place qui vont protéger finalement. Tantôt, avec la table, on va voir, des fois, il va y avoir des arbres qui vont tomber, puis des fois, ils vont stabiliser la berge parce que l'arbre est allé se mettre au bon endroit. Donc, il y a un rôle un peu neutre, ultimement, mais positif parce que ça crée des habitats, entre autres. Dragage de sédiments, c'est quelque chose qui a été fait beaucoup par le passé. Ici, vous voyez un îlot dans le coin de Montmagny. Un îlot qui était un banc de sédiments qui était dans la rivière, qui a été enlevé, qui a été ramené en berge, ultimement. Et ça, moi, j'ai participé à des travaux de dragage en Estrie. On avait enlevé 200 ou 300 voyages de 10 roues de la rivière. Puis ce qu'on m'a dit, c'est que 2-3 années plus tard, ça paraissait déjà plus. Donc, on va le voir ça aussi avec la table très bien. Donc, je ne m'attends pas à ça, mais c'est encore une fois une solution qui n'en est plus ou moins une dans ce cas-ci. Donc, en conclusion, on a vu que les formes influencent les processus, que les processus sont à l'origine des formes. On a vu que le transport de sédiments, le transport de l'eau sont en quelque sorte en équilibre sur une balance et que si on apporte plus de sédiments ou si on change le régime hydrologique, bien, on va débalancer. On a vu aussi que quand on intervient dans le bassin versant par le drainage, par les travaux directement dans le cours d'eau, par les ponceaux, par la linéarisation, par l'artificialisation des berges, on déséquilibre notre cours d'eau. Puis là, bien, quand on l'a déséquilibré, souvent, on va vouloir intervenir pour venir stabiliser, venir faire du dragage. Donc, mais finalement, on n'a pas tout à fait rétabli l'équilibre, ce qui fait qu'on va peut-être intervenir ailleurs. Donc, on va aller faire encore des interventions. Et peut-être, ultimement, on n'a pas encore tout à fait rétabli l'équilibre. Puis là, pas encore. Et là, on peut faire ça longtemps, mais encore une fois, je vais me contenir. Ici, j'ai une nouvelle image pour cette situation-là. Tantôt, je vous présentais l'équilibre dynamique des cours d'eau avec le funambule. Pour terminer, j'aime ça utiliser l'enfant qui apprend à faire du vélo parce que là, ce que je viens d'exprimer, là, ici, c'est que c'est difficile de maintenir l'équilibre pour quelqu'un ou quelque chose d'autre parce que la rivière est capable de maintenir son équilibre d'elle-même. Mais si on essaye de le faire pour elle, ça se peut que ça n'arrive jamais.
Même chose avec un enfant. Si on le tient toujours, deux choses, on va se faire mal au dos à la longue. Et deuxième chose, notre enfant n'apprendra jamais à faire du vélo. Il faut le laisser aller. Il va peut-être avoir une période d'ajustement avec des bleus puis des pansements, mais après ça, bien, il va partir tout seul et c'est si bon à voir. Donc, c'est un peu l'idée à laisser aller les rivières aussi quand on a la possibilité de le faire. 45 minutes à la seconde près quasiment. Donc, laisser la nature aller. Bien, l'idée, c'est surtout... En fait, des fois, il va même falloir donner un coup de pouce parce qu'on mais l'idée, c'est surtout de briser le réflexe interventionniste automatique de dire, il y a ça, on intervient. Maintenant, c'est, il se passe ceci, mais qu'est-ce qui se passe vraiment? Et si je fais cela, est-ce que ça va être vraiment positif? Est-ce que ça vaut de mettre du temps et de l'argent là-dedans? Est-ce que ça vaut la peine? Ou est-ce que non, je pense qu'on pourrait se permettre de laisser aller puis de changer notre relation de contrôle à acceptation dans des cas. C'est sûr que s'il y a une maison qui est en train de tomber, ça se peut qu'on se pose moins la question, mais dans d'autres cas, on peut se dire, ouais, OK, peut-être qu'on peut laisser aller, puis parce que c'est dur, hein, de toujours intervenir, là, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, ça crée du stress, alors que des fois, ça peut être juste facile de dire, ah ben non, tu sais, on va vivre avec, mais bon, c'est pas toujours évident, mais donc briser le réflexe plutôt que de dire ben maintenant on ne fait plus rien, là, c'est pas tout à fait ça l'idée, mais quand on peut, là, par exemple, là, c'est vraiment une bonne voie. Oui? Tu sais, en contexte agricole, quand l'érosion vient du champ, puis comme crée des zones de d'écoulement de sol vers le cours d'eau, est-ce que là, tu sais, on n'a pas vraiment, on n'étudie pas vraiment l'impact là, en amont ou en aval des aménagements qu'on fait. Est-ce que en général, si l'érosion ne vient pas du cours d'eau, on peut dire que l'impact est quand même limité sur le reste du cours d'eau si on enroche, par exemple, ou si on fait de la stabilisation? Si l'érosion ne vient pas du cours d'eau? Elle vient du champ, parce que tu sais, des fois, il y a des ravines, des rigoles qui arrivent, puis il y a un endroit préférentiel pour l'eau de s'écouler. Tu sais, là, on fait beaucoup d'enrochement, on essaie de changer un peu maintenant. Ben, tu sais, c'est sûr que ce qu'il faut, mettons, limiter, c'est quand on fait ça, c'est pour, d'un, protéger, mais c'est aussi pour limiter les apports externes, tu sais, d'essayer de présenter les sédiments comme étant positifs, mais ça, c'est les sédiments naturels qui sont déjà dans les berges, tout ça que la rivière prélève automatiquement par elle-même. Mais si on a des coulées qui génèrent beaucoup d'érosion puis qui génèrent un apport substantiel de sédiments dans le cours d'eau, bien, ça se peut que la solution, ça soit de venir intervenir. Mais encore là, ce n'est pas nécessairement l'enrochement. Il y a de plus en plus de méthodes alternatives, là, disons, qui vont venir permettre de régler ça, mais en ayant un impact moindre, là. Bien, je vois, c'est ça, conseiller agro, Nature Action. Hein? Nature Action, j'imagine, vous pouvez faire ça. Je ne sais pas, en fait. Normalement, c'est ça, les conseillers, il peut y avoir des gens au niveau de la MRC aussi, les gestionnaires de cours d'eau. Il y a beaucoup de gens outillés, là, normalement. Ben, en fait, la MRC elle va être en mesure de savoir à qui vous référez, là, selon moi. Là. Ouais. Ce qui se fait actuellement en agricole, surtout sur un cours d'eau qui pourrait se jeter dans un autre cours d'eau qui a de l'érosion, on tourne la partie qui est en train de se faire éroder. Et s'il y a une baissière dans le champ, on va installer un avaloir. Alors, l'eau se circule dans la terre, elle se dirige vers le cours d'eau. Et à ce moment-là, vous conservez tout. Et ça empêche le dommage de se faire des abords. Parce qu'à un moment donné, c'est beau mettre des pierres, mais c'est toujours le budget. Ouais. Le budget. Et le MAPAC, on n'a pas tant que ça du budget. Pas tant que ça. Non, puis c'est des choses qui sont plus difficiles à financer aujourd'hui aussi. Ben, écoute, ça prend pas de temps 50 000 pour me louer l'équipement, aller chercher le matériel et autres. C'est toujours une question de budget, autant pour les MRC et les villes aussi. Oui, oui.
Ben, c'est pour ça que quand la situation, parce que l'érosion, c'est naturel, là. Donc quand on peut la tolérer, ben c'est sûr que ça coûte moins cher aussi, là. Il y a beaucoup d'avantages. En fait, c'est qu'on a l'impression des fois que ça va tout prendre le terrain, mais en réalité, là, la rivière, elle ne va pas s'étendre à l'infini non plus, là. Parce qu'on parle beaucoup des bandes riveraines de ce temps-ci. Est-ce que vous cartographiez ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est encore une intervention qui serait bonne? Justement, on parle pour les champs qui se jettent dans... Ben là, on va parler de bandes riveraines spécifiquement tantôt, donc on va laisser... Parfait. Fait que si vous êtes, si ça vous va, on pourrait passer à table. C'est parti, vous allez voir, il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses avec la table. Une des premières choses que vous allez voir, c'est que pour l'instant, la rivière, ben, elle ne coule pas, disons, au complet parce que là, il n'y avait pas eu de pluie pendant que je présentais, mais vous voyez que la table est en quelque sorte, mon apport d'eau est en quelque sorte en train de remplir la nappe phréatique. Et normalement, quand ça fait un bout que ça n'a pas coulé, ben, il ne peut pas avoir un écoulement d'eau parce que l'eau, elle rentre dans le sol. Puis, tant que ce n'est pas plein, saturé d'eau, il n'y a pas d'écoulement. Donc là, on voit que là, ça vient de... On a un écoulement maintenant, OK, un vrai écoulement. Vous allez voir plein de choses. OK, il y a déjà des berges qui s'érodent. Vous voyez aussi qu'il y a de l'eau qui circule, mais il y a des sédiments. Hein, les sédiments, vous allez voir, il y a des couleurs. Puis là, les couleurs ne sont pas... Oups, j'ai perdu... Les couleurs ne sont pas associées à des tailles en particulier. Là, il y a le blanc qui est plus petit, mais les autres, c'est un petit peu aléatoire. L'idée de la coloration, c'est surtout d'être capable de voir là, le mouvement des sédiments. Donc, ce que vous avez ici, ce que j'ai tenté de représenter, c'est la rivière Raquette qui se jette dans la rivière des Outaouais. Okay? Puis, vous allez voir que graduellement, il va se former un delta de sédiments. C'est déjà commencé, ça n'a pas le choix. La rivière, elle transporte des sédiments tout le long, puis ça arrive ici, puis ici, il y a moins d'énergie. Hein? On le sent, là, ben ici, la rivière, c'est plus un lac là, dans ce cas-ci, mais vous voyez graduellement qu'il y a une accumulation de sédiments. On vient d'avoir un petit décrochement de berge. On voit ici, là, la rivière était plutôt un petit peu plus droite. Là. Il y a des... Oups! Tremblements de terre. Ça arrive. Donc, il y a d'autres choses qui ont été intégrées là, à la rivière. Ça, ici, comment vous appelleriez ça, cette chose-là? Dans le fond, ça serait comme un méandre abandonné. Donc, la rivière, on peut penser qu'elle coulait ici avant. Puis, vous voyez, il y a de l'eau qui s'accumule là encore, hein, parce qu'il y a un lien entre, au niveau de la nappe phréatique, là, entre le cours d'eau puis le méandre abandonné. On a un petit milieu humide ici, avec grenouilles, tortues. On a un petit cours d'eau ici, là, qui n'a pas d'eau dedans, là, mais c'est pas grave. C'est pour l'image de rappeler que le castor, lui, il participe bien à freiner l'eau. Hein, c'est ça son principal talent, là, disons. Il freine l'eau. Au lieu d'accélérer, lui, il ralentit l'eau sur le territoire. Donc, c'est un allié là, dans le contrôle des inondations, tout ça. Vous avez des arbres et j'ai mis des champs de maïs. OK? Champs de maïs. Il y a quelques maisons. Vous allez voir qu'il y a des maisons qui sont dans des situations peut-être moins avantageuses que d'autres. Ici, on commence à voir que ça se peut qu'il y ait des problèmes. On avait des indices de ça, hein, parce que, vous voyez, on est plus bas, on est dans la plaine alluviale, puis en plus, il y a un méandre abandonné à côté, donc la rivière a déjà passé par là, ça pourrait brasser dans ce coin-là. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ben, ici, il y a un petit pont, OK? Ponceau qui, vous voyez, il n'y a pas vraiment de changement en amont, en aval. Ça veut dire qu'on n'a pas réduit, par exemple, la largeur du cours d'eau, ce qui fait que notre cours d'eau est pas mal de la même vitesse, tout ça, d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que ça va bien. Tantôt, on va mettre un ponceau trop petit, mais on va voir comment ça réagit. On dirait que l'eau est montée haut aussi. C'est mouillé jusque là. Comment? On dirait que l'eau est montée haut, mais... Non, ça, c'est un... Sur le- Ouais, c'est le... l'arbre qui est mort depuis longtemps. Oui, c'est ça. Il y a juste des arbres morts. En fait, ça fait pas... Je les ai plantés ce matin, hein, mais il était déjà mort. Vous allez en voir tomber des arbres éventuellement. Là, je les ai mis fait exprès à des places que des fois, il va tomber, il va générer plus d'érosion ou il va protéger. Vous voyez ici, il y a déjà des saules peut-être là, qui sont tombés. On commence à avoir des problèmes au niveau du champ de maïs. Hein, le maïs se fait emporter.
Puis ça, c'est une des choses qu'on va, qu'on va faire tout de suite. On va se dire, on va protéger le champ de maïs. On va le protéger, on va venir mettre ici un petit peu de roche. OK, là, des fois, il faut que je m'adapte à qu'est-ce qui se passe. Ce n'était pas l'endroit que j'avais désigné nécessairement pour cette chose-là, mais... donc, là, je ne sais pas à quel point ça va marcher dans ce coin-ci, parce que la rivière, elle n'a pas tout à fait l'angle qu'elle avait déjà. Mais, vous voyez, j'ai protégé parce qu'il y avait de l'érosion, puis le temps que je finisse mon projet, la rivière, elle passe quasiment ailleurs. Donc, c'est un apprentissage en soi, mais sinon... La nature est plus vite que l'humain. Vous voyez, là-bas, on pourrait faire une petite intervention aussi, puis si on bloque, là, bien, c'est sûr qu'on va venir donner plus de force vers... la maison, puis on va être obligé de protéger ici, ce qui est déjà un petit peu le cas en réalité. Hein. Donc, bon, là, je ne le ferai pas. Dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, on va dire la maison était due pour des rénovations majeures, les propriétaires sont morts, puis là, ben, les autres, on va les mettre ici. Tiens, voilà, on a réglé le problème à long terme, mais bon, ce n'est pas toujours des situations comme ça, évidemment. OK, donc, on va faire quelques petites choses. J'avais parlé d'un... Il manque de quoi ta maquette? Qu'est-ce qui manque? C'est sûr que c'est la rivière de l'île, ça, ici. Je la connais pas, mais je me... Les bandes riveraines, ici, là. Ici, là, comme à côté du lac, il y a un beau développement de 5000 habitants qui déversent ses eaux usées juste là. Ben ça, on va le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner le petit biberon, la bouteille qui est là-bas? Avec ça, quoi? OK, regardez. Ça peut être côté du lac. On va faire quelque chose ici, là. Et on va dire qu'il y a plein de champs d'épuration dans ce coin-là. Non, on va voir non, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, des eaux usées, là. Environnement Québec permet aux municipalités de déverser les eaux usées quand il y a du débit. Sauf dans les périodes de sécheresse, parce que ça ne gonfle pas les égouts. Alors, mais s'il y a une pluie importante qui tombe, comme là, on peut envoyer. Ils peuvent, parce que sinon, les tuyaux vont buster. Alors, mais une population ici de 8000 là, qui déverse directement. Et en 23, ils ont déversé 325 fois les eaux usées dans la rivière. Oui, ça, c'est sûr que c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Ben là, on en parle dans une autre formation. Québec va voir les municipalités pour corriger ça. J'ai rencontré le ministre de l'Environnement en décembre. Qui il m'a répondu, il savait la réponse, mais il ne voulait pas me répondre. J'ai rencontré le ministre de l'Agriculture qui m'a dit, tu as raison, je ne suis pas capable de rien faire. Puis c'est vrai. Parce que les villes ont besoin de... Ben, en fait, c'est que les stations d'épuration, ils ont été construites dans les années 70-80 pour la plupart. Puis il y avait pas mal moins de monde à l'époque, ce qui fait que là, on est dû pour une mise à jour. Alors, mon petit-fils, moi, il me dit, il est avec nous en agriculture, il me dit, comment ça se fait que nous, on est obligés d'avoir une bande riveraine sous peine de règlement et d'amende, et que là, on se fout de l'environnement? Qu'est-ce que je vais répondre, mon petit-fils? Il n'y a pas vraiment des amendes pour les bandes riveraines non respectées. Je m'excuse. Si tu mets pas il y a un règlement qui t'impose une bande riveraine. Et si tu ne l'imposes pas, tu as une amende. Mais là, vous voyez, ça commence à... D'accord. On commence à avoir des versements, là. Bien sûr. Mais c'est ça, quand je disais, on va en parler dans une autre formation, c'est-à-dire que ça, c'est plus au niveau de la qualité de l'eau, puis moi, je suis plus sur le cours d'eau en tant que tel, puis sur ses formes et ses habitats. Moi, je suis sur la réalité. Oui, mais je suis d'accord avec vous que... La rivière Raquette, là, il y a une belle plage. Là. Oui. Tu vas là en ponton, là, puis du beau sable. Le Ben, sable, il vient de où? Ben, là, je ne sais pas exactement, mais il peut venir de... Moi, je pense qu'il est en haut de la montagne de Saint-Lazare. Ça se peut, là, je connais pas... Le beau sable, il est là en haut. Rivière Raquette, il y a 44 résidences, à quelque part ici, qui déversent là. Ben, ça se peut, c'est ça, mais là, on va se concentrer sur les... on va se concentrer sur les processus. Okay. Regardez, je vais installer... parce qu'on est plus dans les processus que dans la... Ici, je vais mettre un ponceau qu'on imagine qui est moins grand, hein, vous voyez, que le ponceau précédent, et qui a un effet différent sur le cours d'eau. Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose, ça n'a pas été long. Hein? Ici, je vous disais, en amont, en aval du ponceau, c'était pas mal égal. Puis là, vous voyez que ça n'a pas été long.
plus d'énergie. Donc, on vient creuser et vous voyez qu'il y a des sédiments qui redescendent là, parce qu'en réalité, il y a un tourbillon. Et bon, vous voyez, là, si c'était des champs d'épuration qui fonctionnaient mal ou quoi que ce soit, là, on a un déversement. Donc ici, ça, c'est... en fait, vous voyez que ça peut causer des problèmes et ça peut, ici, ça se peut qu'en mettant un petit peu plus d'eau, ça se peut que notre berge elle subisse des pressions encore plus importantes parce que là, l'eau qui coule sur une certaine largeur, on la concentre dans un petit endroit. Et il y a deux choses, en fait, qui se passent ici, c'est que, premièrement, oui, le débit est contraint dans un plus petit espace, mais en plus, le ponceau, il est lisse. Normalement, l'eau, elle frotte sur la roche, puis elle est ralentie par la roche, alors que là, elle peut glisser dans le ponceau. Donc, vous voyez là, parce qu'on a mis un ponceau trop petit, on va commencer à avoir de l'érosion de berge qu'on n'avait pas à cet endroit-là, et on va même faire éventuellement tomber l'arbre. Puis, bon, ici, on vient d'avoir un autre arbre. Vous voyez, dans ce cas-ci, l'arbre, il y a des bonnes chances qu'il contribue à protéger la berge, alors que s'il était tombé, s'il y avait un arbre comme ça ici, bien lui, il va pousser l'eau contre la berge adjacente, opposée, puis finalement, ça va accélérer, alors que lui, il avait un rôle davantage protecteur. Donc, les arbres peuvent avoir ces deux effets-là. T'as pas de printemps, t'as pas de... Ben, là, on va en faire tantôt. C'est juste parce que quand on commence à faire des inondations, après ça, ma maquette, ça devient le bordel un petit peu. Fait que là, j'en profite pendant que j'ai tout contrôlé pour faire des choses. Oui. On en voit des fois des ponceaux avec, je ne sais pas comment ça s'appelle, des ralentisseurs, là, qui ont comme une structure de métal avec une Ouais. comme ça. À la sortie? Bien, au milieu du ponceau. Puis ça fait que ça ralentit un peu, ça fait le rôle du pont. Ouais, c'est ça. Ben, des fois. Par rapport au sédiment, ça fait quoi? Bonne question, mais je pense que ça pose. À la limite, il va peut-être avoir une petite accumulation, mais ça ne peut pas rester là. Puis, tu sais, ici, là, ce qu'on voit avec les ponceaux, en fait, normalement, là, il va se créer là, à la longue une chute même. Puis ça devient des situations problématiques pour les poissons qui ne sont pas capables de remonter. Et encore là, les ralentisseurs, bien, c'est bon pour les poissons aussi, pour les permettre de remonter dans un ponceau, par exemple. Ça peut-tu rendre inactif ton ponceau avec le tourbillon qui se fait là? Ça va creuser, il y aura plus d'eau? Bien, éventuellement, là, lui, il va sauter là, avec les prochaines inondations. Là, ça risque d'arriver. Puis en fait, ce que je prévois, c'est que dans le fond, l'eau va passer ici. Elle va venir prendre l'ancien chenal qui est ici. Parce que là, en plus, bon, c'était pas nécessairement voulu, là, mais j'ai créé une petite craque. Là. Si on fait une inondation tantôt ici, là, ça va passer ici tout droit. Avant de faire ça, on va... là, je pense que j'ai un bon site. OK, on va faire un petit dragage de sédiments. Je vais le faire ici. Puis, regardez bien ce qui va se passer autant en amont qu'en aval. OK? Ça se passe vite. Là, je vais le faire plusieurs fois, mais je vais creuser ici. Puis, vous regarderez, là, il va y avoir quelque chose qui va se passer par en haut comme ça, surtout dans un premier temps. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, dragage de sédiments. Voyez-vous? OK? Voyez-vous, dans le fond, ce qui se passe, c'est que si je creuse, je crée un trou. Si je fais mon trou, ça veut dire que ma pente augmente à cet endroit-là, la capacité de transport augmente et finalement, le lit de la rivière s'érode. Et là, vous voyez que les sédiments, ils coulaient ici de façon continue. Ici, il n'y a plus de sédiments qui coulent, puis ici, ça recommence. Pourquoi? Parce que la rivière est occupée à remplir le trou. Tant qu'elle n'aura pas rempli le trou, les sédiments, ils sont occupés à faire ça. Et pendant ce temps-là, ce qui se passe en aval, c'est que tous les sédiments qui devaient arriver dans la section aval bien, sont en place, prélevés sur le lit, prélevés sur les berges. Et quand je creuse ici, on l'a vu, là, ça a descendu le lit de mon cours d'eau en amont, mais il va descendre un petit peu en aval aussi pour cette raison-là, parce que là, vous voyez, le flux n'est même pas encore complètement rétabli. Puis là, je vais en refaire un petit coup là, pour finaliser la démonstration de dragage. Un petit peu moins évident cette fois-là, mais c'est encore en ajustement. Jusqu'à peu près ici, là, on a vu un ajustement. On voit qu'ici, on a creusé jusqu'au roc. Hein, on a atteint le fond, on a atteint le fond de la table. Notre déversement se poursuit ici.
OK, donc, vous voyez, c'est ça, un arbre. Là, je vais ramasser le maïs avant de le perdre. Et là, ça, c'est un contexte de sol sablé, mais dans un contexte. Ben, là, c'est ça, on peut pas tout. Non, le processus serait pareil, mais ça serait plus long. Ben, c'est ça, ça va être différent, là, évidemment. Puis, tu sais, si on rajoute des plus grosses particules au travers, si on change pour dire, là, non seulement c'est. Dans le fond, là, ça va très vite. Là. Puis, on fait un matériau qui, tu sais, il y a des tables comme ça qui étaient faites avec du vrai sable, mais c'était beaucoup plus long parce que là, c'est super léger, ça va vite. Donc, c'est fait pour que en quelques minutes, on fasse beaucoup de choses. Ici, on va faire une petite linéarisation. J'essaie de voir. La rivière n'est pas particulièrement croche. Mais quand même, on va passer ici. Au lieu de faire ça comme ça, on va essayer de faire ça comme ça, voir. OK, je ne sais pas je sais pas si ça va être l'exemple le plus parlant. Mais quand même, oui, OK, ça marche. Donc, l'idée, ce que je voulais montrer, c'est que quand on réduit la distance pour la même pente, pour la même différence d'élévation, bien, notre vitesse de courant elle a augmenté beaucoup. Là. Au lieu de faire le tour ici, d'aller tranquillement, on voit que ça va vite. OK? Donc, la linéarisation, c'est ça que ça a comme conséquence. Notre cours d'eau est en train de s'abaisser. On va voir aussi les berges qui deviennent plus fragiles, qui vont pouvoir avoir tendance à s'éroder. La table démontre très bien, là, vous voyez le delta de sédiments. Hein? Au début, il était un peu plus ici, puis là, à un moment donné, la rivière se tasse, puis ça va vraiment former quelque chose qui ressemble à ça. Puis on commence à voir des traces, là, normalement, qu'on est capable d'observer dans les données LIDAR aussi. Là, on voit les endroits où le cours d'eau a passé, mais ne passe plus aujourd'hui. Donc, il y a des choses là, qui sont en train de se placer. On a comme un historique de rivière là, qui est en train de se créer. Maintenant, d'habitude, on aime ça quand il y a une petite inondation. Là. Donc, là, c'est un bon coup d'eau. Je ne sais pas c'est quoi votre date. C'est quoi votre date dans le coin là, pour... Disons juillet. Juillet, août. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Plus de date. Tu as raison, il n'y a plus de date. Oui, là, c'est la sécheresse de l'année passée. Oh, il n'y a plus de date. Je ne sais jamais quand il va tomber OK. 100 mm d'eau. Un petit souci ici. Qu'est-ce qui se passe? OK, ça revient. Ah non, il l'échappe. Qu'est-ce qui se passe? Problématique que l'agriculteur rencontre. L'agriculteur ici, il se fait solliciter par un représentant des villes là, pour accepter des boues municipales. C'est toxique. Ça, sans le lexiviat, ça va dans le cours. C'est pour rencontre actuellement. C'est parti, grosse inondation. OK, j'ai eu un petit frisson, mais c'est reparti. Donc, là, il va se passer des choses à grande vitesse. Ça veut dire que c'est l'humain, c'est l'homme qui est en cause de beaucoup de problèmes des fois. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas aidé, là. On est en train de récolter le... Ça, le probablement, ça va se lever parce que cette maison-là était correcte, mais elle ne sera plus. Les autres vont devenir protégés. Tu comprends ce que je veux dire? Là? Ah ben c'est sûr que c'est ça. Comme j'allais dire, on récolte un peu le fruit de... On a fait des interventions graduellement, puis là, on s'est rapproché aussi des cours d'eau, puis on fait de plus en plus de choses dans le bassin versant. On envoie plus d'eau en aval où ce qu'on s'est construit, puis là, finalement, ça devient problématique un peu partout. Le 150 ans, il n'y avait quasiment pas de maison au bord de rivière. Là, il y en a. Dans 100 ans, dans 17, ça va être quoi? Ben là, on espère que... les éliminer tranquillement. On espère qu'on pourrait se rendre là. Moi, j'ai vu beaucoup en faisant de l'historique en Estrie que dans les années 70-80, il y a eu une vague de gens là, qui sont venus là, s'installer vraiment comme ça. Ils arrivent, c'est plus l'été, c'est un petit cours d'eau, puis on dit hey, ben, je vais être proche. Puis là, finalement, c'est pas inondable. Et 20 ans, 30 ans plus tard, oups, oui, il y avait une zone inondable là.
Mais tu sais, la plupart des gens qui ont une terre, disons, familiale depuis longtemps, bien, il y a des endroits là, qui vont dire, ben moi, je n'irai jamais me bâtir là. Mais quand les gens arrivent de l'extérieur, puis que la municipalité, la MRC ne sont pas en mesure de leur dire, bien, ici, il y a une zone inondable, construisez-vous pas là, ils ne savent pas, ils n'ont pas toute cette historique-là. Fait que là, c'est ça qu'il faut régler, entre autres. C'est les règlements d'urbanisme qui sont pas assez sévères. Ben, c'est qu'il n'y avait pas cette connaissance-là. Il n'y avait pas cette connaissance-là de toutes ces zones-là qui sont problématiques. Donc là, ça va pas si mal. On peut se rajouter un petit peu de bois. Souvent, quand il y a des bonnes crues, là, il y a des arbres qui tombent un peu partout. Ils tombent du ciel comme ça en plus, là, souvent. Ah! J'ai oublié. Y a-t-il quelqu'un de responsable là, au bout de la table? Mais pas coupable, là, responsable. Dans le fond, il faudrait juste mettre des petits dans l'eau. Là, Ouais. ouais. En continu? Oui, jusqu'à un certain moment. En fait, j'ai oublié de le faire tantôt, mais plus... vous voyez, avec le colorant, en fait, on voit où c'est foncé, c'est qu'il y a plus épais d'eau. Où c'est pâle, il y a moins d'eau, puis on voit quand même bien là, qu'est-ce qui se passe là. C'est réel. Des déversements. D'où. Oui. OK, ça va être bon le colorant, merci. Donc, ça permet de voir, bon, ici, on avait un petit peu d'eau là, qui s'en allait dans notre ancien site. Là. Le lac, bon, il est rendu très bleu, mais on voit bien quand même l'eau elle circule où est-ce qu'elle a circulé par le passé. Là, il y a beaucoup moins d'eau. Puis si on le fait, là, c'est surtout ça qui va générer beaucoup de réactions au niveau de la rivière quand on fait inondation, pas beaucoup d'eau, parce que éventuellement, là, quand il y a beaucoup d'eau, les berges se gorgent d'eau, puis c'est la pression de l'eau qui tient la berge en place. Et quand l'eau se retire rapidement, bien là, les berges tombent avec. Ça représente le lac Saint-Pierre. Ça pourrait, ça représente tous les plans d'eau qui ont moins d'énergie et qui reçoivent les sédiments comme ça. Là. Et là, si on venait, par exemple, enlever ici, Chercher pour de l'or. Encore, ça pourrait être des pépites d'or. vous allez voir que là, encore une fois, en enlevant ici, bien là, on vient d'augmenter la pente sur l'ensemble du cours d'eau. Ou si je descends le niveau de mon lac, bien là, la pente globale entre l'arrivée d'eau et la sortie d'eau, je viens de l'augmenter, puis on va voir rapidement là, que le cours d'eau va réagir à ça aussi. On peut essayer, il y a déjà un genre de barrage qui se forme. On va essayer de... Donc, vous voyez encore une fois, j'ai réduit de beaucoup l'espace d'écoulement. Et là, on augmente la vitesse de façon très importante à cet endroit-là. On ne peut pas, avec la table, là, faire des barrages vraiment intéressants parce que c'est tellement poreux que ça finit par passer là, de chaque côté, mais quand même, ça donne une idée. Puis vous voyez tranquillement la forme qui se crée tantôt quand je vous disais les formes naturelles ou moins naturelles. Bien, souvent, quand on a une forme comme ça ou comme ici, là, qui est plus notre limite de plaine alluviale, qui est un petit peu abrupte, bien, pour les pratiques ou pour avoir un meilleur accès au cours d'eau, des fois, on va plus faire, on va finir par faire ça. Donc là, on est capable de venir se promener avec la machinerie, alors qu'avant, avec la pente abrupte, on pouvait moins. Là, s'il y en a qui veulent faire des interventions, ça serait le moment. Après ça, je pense qu'on va passer à... Une réalité. Là, mais quand, comme l'année passée, il n'y avait pas d'eau. Dans les marinas, tout était à sèche. Alors, on a dû lâcher l'eau des Grands Lacs. Ouais. Pour 48 heures. Oui, j'ai entendu ça. Effectivement, cette année, on a des manques d'eau. Et ça va continuer. Ça va continuer. Donc, c'est ça notre façon
de gérer l'eau sur le territoire, il va falloir s'adapter au fait que des fois, il faut en garder pour Est-ce qu'à quel quand il y point en a les plus. GES sont responsables justement des orages, des quantités d'eau qui tombent? Oh, ça, je ne m'aventurerai pas là-dedans sur la part de responsabilité, mais c'est sûr qu'il c'est un effet combiné. Mais des pluies plus fortes, puis une gestion du territoire qui envoie l'eau là, rapidement dans les cours d'eau. Combiné ensemble, ça fait des bombes un peu, un effet bombe. Là. Donc, on a vu tout plein de concepts. Donc, juste pour quelques minutes encore, on voulait juste vous présenter, nous, Nature Action Québec, où on se situe dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait exactement. Donc, pour ça, j'ai mes collègues Gauthier Lafave et Sylvain, donc, qui travaillent en restauration des milieux naturels. Donc, ils vont nous présenter ça. Bonjour, merci de venir. On va présenter un peu ce qu'on fait. Je veux aussi remercier nos partenaires, la Fondation d'Atom du Québec, qui finance un projet actuellement dans le bassin versant de la rivière La Raquette. Donc, il inclut une partie de Rigaud et une partie de Sainte-Marthe aussi. La MRC de Bourg-Soulanges qui nous soutient aussi depuis 2016-2017 dans nos projets en milieu agricole. Et aussi, je crois, Environnement et Chambre Aquatique Canada. Et la municipalité de Rigaud aussi qui nous a invités ici. Donc on va parler un petit peu de Nature Action Québec. Donc ça a été fondé il y a presque 40 ans maintenant. Donc nous sommes un organisme à but non lucratif et de bienfaisance au service de l'environnement. Et j'ai juste parlé de notre mission, c'est ce qui va guider tous nos projets en fait. Donc notre mission c'est de guider les particuliers et les organisations dans l'application de meilleures pratiques environnementales. Donc nous avons une multitude de services. On gère notamment des écocentres. On a des projets aussi de conseils d'aménagement auprès des municipalités. Et nous, dans notre cas, on fait de la restauration des milieux naturels et des habitats. Donc, en milieu agricole, nous sommes actifs dans la MRC de Bourg-Soulanges donc depuis pas mal de temps dans le bassin versant de la rivière de Lille, donc autour de Saint-Polycarpe principalement, dans le bassin versant de la rivière La Raquette. Et on commence aussi des projets dans les bassins versants de la rivière Baudette, Grand Marais, nord-est de la rivière Baudette, et le dernier c'est 18 Arpents. Nous avons aussi quelques projets dans le bassin de la rivière Quinchien, dans le coin de Vaudreuil-Dorion, un petit peu aussi Saint-Lazare et j'ai oublié. Donc ça fait depuis 2016-2017 qu'on travaille avec la MRC pour accompagner les producteurs agricoles qui souhaitent des aménagements. Donc depuis ce temps-là, on a planté 36 km de haies brise-vent bonne-riveraine. Ça fait plus de 37 000 végétaux. Et aussi, on a installé une centaine de nichoirs, dortoirs ou perchoirs pour les oiseaux et chauves-souris. On réalise aussi des activités de sensibilisation et de transfert de connaissances, donc comme ce matin. On a fait aussi des plantations avec des bénévoles. Donc on a fait une plantation à Vaudreuil-Dorion l'été passé, sur les rives de la Quinchien. Et en octobre, on a fait une plantation aussi à Saint-Polycarpe, donc sur un terrain municipal. Et on offre aussi différents services, dont Valérie va vous parler. Et vous pouvez aussi repartir avec ce petit dépliant qui est sur la carte, qui résume aussi tous nos services avec nos coordonnées, si jamais vous voulez nous écrire, nous parler. Parfait, donc je vais vous parler un petit peu des services qu'on offre chez NAC. En fait, c'est un service clé en main, donc on s'occupe de toutes les étapes de A à Z. La première étape, c'est le diagnostic de biodiversité et agronomique. Donc, les deux sont offerts gratuitement. Le diagnostic de biodiversité, c'est une visite des lots, des lots que vous possédez par deux biologistes de Nature Action Québec qui vont regarder les éléments d'intérêt pour la biodiversité, par exemple des vieilles granges qui peuvent servir aux oiseaux pour faire leur nid. On va aussi noter les indices de présence, donc ça peut être des plumes, des traces, tout ce qu'on peut noter de bien pour la biodiversité. Ensuite, on va produire un cahier personnalisé qu'on va vous remettre en main propre pour vous montrer un peu nos constats et nos pistes d'action. Donc, on va faire aussi des recommandations. Mais le but, c'est surtout pour mettre en valeur les éléments favorables à la biodiversité qu'on va regarder, parce que souvent, vous en faites déjà plus que vous pensez pour la biodiversité, donc c'est le fun des fois de savoir qu'est-ce que vous pouvez continuer à faire. Puis le diagnostic agronomique qui va être réalisé par un agronome externe à NAC pour tenir compte des réalités agricoles de l'entreprise au niveau du sol, donc c'est surtout des constats par rapport à la santé et à l'érosion des sols.
La deuxième étape, c'est la conception du projet. Donc, il va y avoir une rencontre de prévue entre le producteur et le professionnel de NAC qui va faire les plans d'aménagement. Pour concevoir le projet, donc, on va parler des emplacements, des longueurs, des espèces choisies, des contraintes, du drainage, tout ce qui a en rapport avec l'aménagement prévu. Ce qui va mener à la réalisation des plans d'aménagement. Donc, chaque plan d'aménagement est réalisé sur mesure pour la ferme. Donc, c'est toujours des plans différents, puis ça va tenir compte des besoins et des contraintes du producteur. Donc, des fois, ça peut être aussi de choisir des espèces qui ne vont pas nuire à la machinerie agricole, par exemple, ou à la présence de drains. Donc, c'est vraiment pris en compte, puis c'est ajusté aussi aux besoins. Là. Donc, moi, j'utilise principalement le guide d'aménagement des systèmes agroforestiers par le CRAC. Donc, il y a une liste d'espèces à la fin qu'on peut planter avec des spécifications. Il y a différents systèmes agroforestiers. Donc, si vous voulez le regarder, je vais le laisser sur la table, mais c'est super comme ouvrage. Puis, j'ai mis un petit exemple de plan aussi que je réalise. Là. Donc, je vais mettre, par exemple, les périodes de floraison, les hauteurs, les quantités, tout ça, avec un petit schéma du système agroforestier. Une fois que ça c'est fait, nous, on prend en charge aussi les demandes de financement. Donc, on fait affaire avec le prime vert du MAPAC. Sûrement, vous connaissez déjà le programme. Si vous êtes en régie conventionnelle, c'est remboursé à 70 %. Si vous êtes bio, c'est 85 %. Donc, nous, le 30 % ou le 15 % qui reste, on est capable d'aller le financer à 100 % avec d'autres financements comme la Fondation de l'Enfant du Québec. Ce qui veut dire que NAC peut vous offrir des aménagements financés à 100 %. Donc, ça, c'est quand même très avantageux. C'est ça qui fait la différence des fois. Donc, nous, on peut tout financer. Donc, pour vous, c'est absolument gratuit. Donc, vous avez un aménagement agroforestier tout financé, tout préparé. Une fois que ça c'est fait, on va faire une visite préparatoire terrain avec le producteur, l'entrepreneur spécialisé qui va faire l'aménagement et le professionnel de NAC qui a conçu les plans. Donc, ça permet de confirmer les emplacements, de préciser le déroulement des travaux au producteur et d'apporter aux besoins les derniers ajustements avant la mise en œuvre. Donc, c'est une étape assez nécessaire. Ensuite, on a la réalisation des aménagements. Donc, la première étape, c'est souvent un travail de sol qui doit être fait en amont. Par exemple, on peut devoir labourer, rotoculter ou désherber, dépendamment de la situation de la ferme. Habituellement, c'est le rotoculteur qui est passé par l'entrepreneur spécialisé. Donc c'est eux qui viennent faire ça directement. Pour ensuite poser le paillis plastique qui va être posé avec le tracteur. Le tracteur, habituellement, c'est le producteur qui doit le fournir. Sinon, vous pouvez vous en emprunter aussi en voisin. Mais c'est l'entrepreneur spécialisé qui pose le paillis plastique. Puis, la dernière étape, c'est la plantation, donc par l'entrepreneur spécialisé avec qui on fait affaire. Puis, la date des travaux est planifiée directement avec le producteur selon ses disponibilités, mais ça se fait généralement en septembre, en novembre, qui est la période idéale pour faire les plantations. Donc, la dernière étape, c'est la finalisation du dossier. Pour le MAPAC, on doit faire des attestations de conformité, donc il y a une dernière visite là, qui est prévue terrain par les professionnels de NAC. Donc, vous, les producteurs, vous n'êtes pas obligés de venir avec nous sur le terrain. On va juste aller retourner voir les aménagements pour prouver que pour attester que l'aménagement a bien été réalisé conformément au plan prévu. Donc, on va prendre des petites photos puis des points GPS, puis ensuite, on va envoyer ça pour validation, puis ensuite, le MAPAC pour procéder au remboursement. Donc, en fait, j'ai dit la dernière étape, mais ça, c'est la dernière étape, c'est la survie de l'aménagement. C'est une étape qui est assez importante de faire des suivis pour assurer la pérennité de l'aménagement. On doit faire des entretiens minimalement une fois pendant l'été, idéalement au mois de juin, quand les plantes ont le temps, quand les herbacées ont le temps d'avoir poussé. Pour limiter la compétition des herbacées, là, on voit ici, il y a un nichoir qui est complètement enseveli là, dans les herbacées. Souvent, c'est ça qui arrive aussi avec les nouveaux plants qui sont plantés. Ils sont trop jeunes, donc il y a beaucoup de compétition, donc c'est vraiment important de faire des entretiens. Sinon, les plants peuvent mourir, donc c'est important aussi de remplacer les plants qui sont morts parce que on veut assurer une bonne efficacité de l'aménagement pour qu'ils puissent continuer d'assurer leur fonction là, de brise-vent ou de limiter l'érosion. Donc, pour remplacer les plants et faire des entretiens, il faut faire des suivis. Donc, c'est requis pendant minimalement les 3 premières années, là, suivant l'implantation d'un aménagement pour être sûr que tout fonctionne bien. Sinon, on peut aussi changer des espèces si ce n'est pas celle qui était adaptée finalement. Remplacer les mortalités, donc ça c'est vraiment très important.
Et ben, c'est pas mal ça, les étapes là, de nos services qu'on offre. Donc, je vous ai laissé mes contacts à moi et Gauthier si vous voulez prendre ça en note. Sinon, j'ai aussi mes petites cartes là, que j'ai laissées sur la table que vous pourrez prendre. Puis, on a le document aussi qui résume un peu tout ce que je viens de dire là, avec nos services. Donc, si vous avez pas de questions, c'est ça qui finirait notre présentation. Oui, Comment vous financez les services d'entretien? Beaucoup la MRC qui nous accompagne. C'est ça. Ah ouais? Voilà. Est-ce que ça, est-ce que vous l'offrez aussi gratuitement aux producteurs quand vous faites le suivi ou pas nécessairement? On demande quand même une participation du producteur, pour ne pas tout faire nous-mêmes. Mhm. On est rendu à 35 km de Ouais, management. c'est ça. Dans les 3 dernières années, je pense qu'on a dû faire au moins une dizaine de Ouais, kilomètres. à peu près. Et normalement, on fait 2-3 km par an. C'est qu'on demande toujours une participation du producteur pour l'entretien. Mais nous, on fait quand même les suivis, puis on passe une mentalité à partir d'un certain niveau. C'est sûr aussi qu'en entretenant son propre aménagement, ça crée quand même un sentiment d'appartenance du producteur aussi pour son aménagement. Il peut voir aussi des espèces qu'il n'y avait pas avant, tout ça. Donc, on encourage aussi le producteur à participer directement, là, mais on peut quand même appuyer aussi. Il y a des premiers regards nés qui peuvent être Ouais, c'est ça, ouais. financés. là. C'est ça. Comme l'entretien de base, c'est débroussailler Oui. de chaque bord du paille plastique. C'est ça. Couper les herbacées. Il y a la main à Pierre Labonté qui loue un. Billy Goat. C'est l'espèce de tracteur à pression hydraulique. Là. Ça va super bien. Fait que si vous voulez la louer, vous pouvez me contacter aussi, puis je vous donnerai son numéro.